Bonjour à tous, moi je suis Christophe Pérusse. Je suis directeur technique d'Extrémité et je suis accompagné, je vais laisser se présenter, de Antoine Morel, qui est ingénieur avant de Vadé et qui va faire la majorité de cette présentation, et Louis qui est commercial Inside Sales Vadé. Je vais laisser se présenter pour qu'il vous explique un peu leur rôle. Voilà. Ouais, merci Christophe. Donc effectivement, je suis Antoine Morel, ingénieur avant-vente chez Veid, et donc je m'occupe principalement de la partie à la fois technico-commerciale sur la région Channel Nord-Est. Et donc je suis accompagné de Louis, Louis Renaudin, donc qui est commercial Inside Sales, et donc qui s'occupe principalement des aspects commerciaux de la société. Très bien, merci beaucoup. On va commencer par une petite présentation d'Extrémité. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, certains nous connaissent. Donc, Extrémité, c'est une ESN, hein. On a 22 ans d'existence, 23 en fait maintenant, puisqu'on a été créé en 2000, 30 collaborateurs passionnés par leur métier et 650 clients, principalement sur les Hauts-de-France. On est une entreprise très implantée localement. Et l'idée d'Extrémité, c'est de proposer une offre transverse à destination des PME et des PMI de la région. D'accord. Quelques références clients, parmi d'autres, hein, puisque 650 clients. Voilà, on a des clients dans tous les domaines. On n'a pas un métier, un marché de niche. On n'a pas un métier où on est plus représentatif, autant dans le transport, dans le service, dans la sécurité, voilà, dans les médias. On a vraiment une offre très très transverse qui nous permet de travailler avec tous les clients pratiquement des Hauts-de-France. Quelques valeurs d'extrémité qui sont importantes: l'écoute, le partage, l'épanouissement des collaborateurs et la proximité. L'écoute, bien évidemment, on écoute nos clients, on a un service hotline, on a un service qualité qui permet de traiter les remontées d'informations, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Le partage, ça fait partie de nos valeurs importantes aussi, puisque, par exemple, aujourd'hui, vous êtes présent sur cette présentation de Vadé, que je remercie d'être présent, pour échanger sur des thèmes, des sujets d'actualité, et des bonnes choses, voilà. L'épanouissement des collaborateurs, évidemment, c'est important. On a même que les gens soient bien à extrémité. Et d'ailleurs, si vous êtes de passage à Villeneuve-d'Ascq dans nos locaux, on a refait nos locaux et on sera heureux de vous accueillir. Cette présentation est à distance, en webinaire, mais on fait aussi des présentations. On reçoit des clients chez nous et effectivement, ça permet d'échanger beaucoup plus facilement. Et la proximité, évidemment, une entreprise locale, ce qui permet effectivement de venir vous voir facilement. Quelques engagements associatifs d'extrémité auxquels on tient beaucoup. Vous en connaissez peut-être certaines de ces associations. C'est des associations que l'on soutient. Les clowns de l'espoir, qui sont assez connus, qui sont chargés on va dire, de faciliter, enfin de donner un peu de joie aux enfants qui sont hospitalisés, et d'aider les parents aussi, hein, à passer ces moments qui sont parfois difficiles. L'Accordé, qui est une école solidaire en fait, qui est à Roubaix, dans un quartier plus ou moins difficile, enfin plus difficile, voilà, et qui permet effectivement on les soutient d'une manière pécuniaire, hein, c'est-à-dire que voilà, on a eu l'occasion de visiter, voir un peu leur méthode d'éducation, etc. Voilà, ça rompt un petit peu l'école traditionnelle, en fait, on va dire. L'association Lille Association La Clé, pardon,
La clé, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, non. C'est-à-dire que c'est une association qui est chargée d'amener dans des quartiers difficiles. Voilà, c'est une école qui permet pour les adultes, les personnes qui sont en difficulté, on va dire, enfin des personnes immigrées par exemple qui sont en difficulté, voilà, on va les aider à leur apprendre à lire, à écrire, pas nous, hein, bien sûr, l'association, et les aider dans leur démarche administrative. Et enfin, la fabrique de l'emploi, où là, on a plus un. C'est pareil, c'est des gens. Enfin, c'est pour amener le numérique dans les quartiers un peu difficiles, où là, on fait des dons de matériel en général, des matériels qu'on a pu récupérer, des matériels informatiques, bien évidemment, qu'on a pu récupérer de ça et de là. Par nos clients qui nous ont laissés et qu'on a remis un peu en état pour les remettre, pour amener la numérisation dans les quartiers un peu difficiles. Voilà. Les gestes éco-responsables, bien évidemment. Extrémité, on a le tri sélectif, on a mis en place un tas de choses et le télétravail en fait partie. Nous passons sur nos expertises. Extrémité, on a 7 niveaux d'expertise qui sont inscrits ici, la sécurité, le réseau, les télécoms, le cloud, la gestion de développement digital. Si je reviens un peu plus précisément sur ces différents items, la sécurité informatique, très très important. On a Vadé est un partenaire important d'ailleurs dans la mise en place de sécurité informatique. Ils vont vous expliquer pourquoi aussi. Et c'est un partenaire qu'on a depuis de longue date. On va proposer, nous, autour de la sécurité informatique, des prestations et des logiciels, voilà, pour monter des réseaux qui soient sûrs et sécurs. Et on est capable d'auditer, bien évidemment, un certain nombre de choses. La mise en place de réseaux informatiques, des serveurs de messagerie, des postes de travail, voilà, de la vente, l'installation, les télécoms, de la téléphonie sur IP notamment, pour avoir de la communication unifiée au sein de l'entreprise, qui a pris grandement son essor, hein, avec ces dernières années, avec les différents confinements. Voilà, il faut des télécoms souples et adaptatifs et qui soient accessibles de partout. Voilà, donc on a mis en place tout un tas de choses avec des différentes solutions et différents partenaires. Le cloud, on vous propose de l'hébergement de solutions dans un data center qui est sur l'île, d'accord, donc qui est assez connu. Donc on est présent dans ce data center et qui va nous permettre de proposer des offres d'hébergement diverses et variées. Passe sur la gestion qui est l'intégration de logiciels de gestion autour principalement des éditeurs Sage et Cegid, donc la gestion commerciale, la paye, la comptabilité, l'accompagnement autour de tout ça, l'installation de logiciels et la formation autour de ces logiciels, la formation des collaborateurs pour être plus efficace sur ces logiciels. Le développement spécifique. On a un service développement qui permet de fabriquer des logiciels sur mesure, en lien ou pas avec d'autres choses, hein, en lien avec Sage, Cegid par exemple, ou pas. Voilà, avec des méthodes par chef de projet, une méthode projet qui permet d'intégrer des choses qui n'existent pas en fait, pour rendre l'informatique, en tout cas le système d'information plus proactif. Et l'offre digitale, création et refonte de sites web, référencement naturel ou aide au référencement, création, acquisition de trafic, etc. Voilà. Donc toute cette offre, elle est à destination des PME. C'est une offre qui est très très transverse. Il nous arrive de travailler avec des clients sur certains sujets uniquement, et sur d'autres avec tous les sujets, quelquefois, des clients de longue date d'extrémité. Voilà, ça nous permet d'avoir quelque chose qui puisse répondre à vos besoins. J'en ai fini pour moi, je vais aller assez vite. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Pour information, hein, vos micros et caméras sont désactivés. On se réserve
une séance de questions-réponses à la fin. Je pourrais débloquer vos micros si vous le souhaitez, bien évidemment. L'idée, c'est que vous puissiez vous poser vos questions à la fin. Et je vais laisser la main tout de suite à Antoine pour qu'il puisse faire dérouler un petit peu les tendances pour 2023 pour la sécurité de l'email. Voilà. Et je reviens avec vous à la fin. Ouais. Merci Christophe pour leur présentation d'extrémité. Est-ce que tu peux juste mettre ton écran en plein écran, si tu peux? Attends, excusez-moi, Hop. j'ai coupé mon micro. Si tu veux, tu diffuses, tu peux prendre la présentation, ce sera beaucoup plus simple, je pense. Ouais, ok. Oui. Alors, est-ce qu'on voit bien les slides? On voit bien les slides et on t'entend très bien. Parfait. Alors, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, effectivement, on va parler de sécurité de l'email et plus principalement des tendances pour 2023 en termes de sécurité de la messagerie. Donc, pour cela, donc, au niveau du programme, on va faire une rapide introduction sur la société, donc qui est Veid. On verra ensuite. Je te coûte peut-être une seconde, Antoine, parce qu'on voit Oui. toujours tu dois être en double écran. Non, et tu partages pas le bon écran parce qu'on voit Ah, toujours la webinaire du 18 avril 2022, en fait. ouais, alors, c'est pas le bon. Voilà, là, Euh, c'est un peu mieux. c'est parce qu'en fait, c'est pas en plein écran, là, j'ai l'impression. Non, c'est pas en plein écran. Bah, à la limite, est-ce que tu peux repartager ta Allez, je présentation fais ça. et Pas de souci. Voilà. ouais, C'est bon? parfait. Merci Christophe. Donc effectivement, au niveau du planning, donc une introduction sur la société qui est Veid. On va voir et on va dérouler 4 prédictions sur la sécurité de l'email en 2023. Et enfin, on verra justement comment protéger votre société face à cette nouvelle tendance en termes de menaces. Donc pour commencer, on va introduire la société Veid. Donc pour ceux qui nous découvrent, Veid est une société française de cybersécurité spécialisée dans le développement de technologies de détection et de réponse aux menaces qu'on peut recevoir par mail et qu'on va coupler avec l'intelligence artificielle. Donc on va détecter et bloquer les menaces sophistiquées qui sont véhiculés par les emails et qui peuvent potentiellement passer sous le radar des autres solutions. Alors pour cela, on protège plus d'1,4 milliard de boîtes aux lettres dans le monde. Donc c'est grâce à ce chiffre qu'on va pouvoir justement alimenter et améliorer la qualité du filtrage, puisqu'on protège d'abord les principaux FAI dans le monde entier. Donc effectivement, on revend certaines couches de sécurité à ces fournisseurs d'accès Internet, ce qui nous permet vraiment de récupérer une quantité très importante de données. On parle aujourd'hui de environ 100 milliards d'emails qui sont reçus sur nos clusters chaque jour. Vous voyez, hein, on protège les principaux FAI français, mais aussi à l'international, ce qui nous permet vraiment d'avoir une empreinte et une connaissance sur le mail dans le monde entier. Donc ce 1,4 milliard de boîtes mail, lui, va fournir des informations en continu sur les menaces qu'on peut voir partout dans le monde. Et ça va permettre aussi d'améliorer le filtrage pour notre second marché, le marché des entreprises. Donc TPE, PME, mais ça peut être aussi des plus grands groupes qui seront présents sous la forme de partenaires et clients finaux.
Donc première prédiction pour l'année 2023, sont évidemment les attaques de phishing qui vont se concentrer sur les services de MFA, mais aussi sur d'autres services légitimes. Alors toutes ces prédictions, hein, peut-être en avant-propos, proviennent de nos équipes, de recherche et d'analyse de menaces. Donc les attaques de phishing vont cibler, l'AMFA, alors l'authentification multifacteur, qui est une mesure de sécurité qui va consister à, utiliser au moins 2 méthodes différentes pour vérifier l'identité, d'une personne. Heu, on va pouvoir avoir justement des vérifications, alors soit par SMS, soit par notification push, soit par appel, et cetera, et le but, ça va être vraiment de valider une authentification pour accéder à un service. En raison de la popularité du MFA et de la tendance qu'ont justement les organisations à y voir une sorte de, bah, voilà, ça va répondre à tous mes besoins en termes de sécurité. Les hackers cherchent aussi, justement des nouvelles stratégies là-dessus pour pouvoir la détourner. Alors 2 stratégies, du coup, 2 techniques. La première, ça va être d'imiter le véritable système d'authentification, du MFA, et le deuxième, ça va être de multiplier les demandes de MFA. Donc on va rentrer un peu plus, dans le détail par rapport à ça. Premièrement, l'imitation du système d'authentification. Alors, vous voyez à l'écran, une véritable page de phishing qui a été reçue et détectée par, le moteur de filtrage Wade, qui va chercher à imiter, Citibank, donc, une banque, internationale, et donc les victimes vont pouvoir arriver sur cette page après avoir cliqué sur un lien, dans un mail de phishing tout simplement. Donc elles vont devoir ensuite sur cette page saisir les informations du compte, que les hackers vont pouvoir récupérer derrière et justement tenter de se connecter au compte de la victime, mais cette fois-ci en se rendant sur le véritable site de Citibank. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la victime a rentré ses identifiants sur cette fausse page de Citibank, les identifiants mots de passe sont envoyés directement au hacker. Lui, pendant ce temps-là, il en profite pour se connecter au vrai site de Citibank. Comme ça, il y a la notification de MFA qui est envoyée à l'utilisateur. Et lui, du coup, derrière, l'utilisateur va pouvoir valider. Et derrière ça, bah, le hacker récupère justement l'accès au compte de la victime. Alors, il y a une version plus élaborée, hein, et plus dangereuse de cette technique, qu'on appelle l'attaque par proxy inverse, qui va permettre aux hackers justement de contourner, toutes les formes de MFA possibles, puisqu'en fait les proxys inverses, bah, ce sont des serveurs, installés entre la victime et le système d'authentification qui, lui, pour le coup, est légitime. Et donc dans ce type d'attaque, les utilisateurs vont être redirigés vers une page de phishing qui inclut, le système d'authentification légitime. Donc pas comme le cas présent avec Citibank, mais, une page tout à fait légitime. Par exemple, un formulaire de connexion. Donc les victimes vont saisir les informations du compte, hein, une nouvelle fois, et valider la demande derrière de MFA, donc via une notification, via SMS, et cetera. Et donc à chaque fois, le proxy du hacker va transférer ces informations à la plateforme légitime, donc dans ce cas-ci, la vraie plateforme Citibank, qui va finir par envoyer, alors ça peut être un cookie de session, qui va contenir justement le jeton de vérification du MFA. Comme ça, le hacker derrière va pouvoir dérober ce jeton et ensuite se connecter au site légitime pour accéder au compte de la victime. Donc les kits de phishing et justement ces plateformes de phishing as a service, hein, puisqu'on est sur à la limite des plateformes cloud maintenant, comme Evil Proxy, hein, qui est l'un des principaux moteurs de ces attaques, sont en plein développement. Et donc même les hackers, justement, sans forcément avoir des grands talents, hein, en termes d'attaque et de menaces, vont pouvoir aujourd'hui utiliser, et récupérer, des comptes grâce à ces kits, de phishing. Alors les hackers peuvent aussi, tenter de «noyer» entre guillemets les utilisateurs
sous les demandes de MFA. Donc, le principe est le suivant, hein, on a un exemple ici avec Uber. Ils vont essayer de se connecter à un compte plusieurs fois, de nombreuses reprises, pour bombarder la victime de notifications MFA jusqu'à ce que la victime finisse par en accepter une. Donc, ce type d'attaque a été présent notamment avec Uber, où justement le hacker a pu mettre la main sur les identifiants d'un sous-traitant qui était utilisé par Uber et qui a essayé de se connecter au compte de la victime à de multiples reprises. Donc le sous-traitant derrière a refusé les nombreuses demandes de MFA, sauf qu'au bout d'un moment, il a fini par en accepter une, puisque il tentait de se connecter à un autre service. Donc, parmi toutes ces demandes, il ne peut pas faire la distinction. Et donc, ça a permis au hacker derrière de s'emparer justement du compte et de l'utiliser pour se déplacer dans le réseau, hein, latéralement, et ensuite élever ses privilèges pour récupérer plus de données. Alors, on pense également que les cybercriminels vont s'intéresser de plus en plus aux services légitimes. Donc, on a un exemple ici, hein, avec une infrastructure donc pour l'emploi qui est administrée par le gouvernement français. Et donc, l'objectif de ces attaques, ça va être d'exploiter une infrastructure technologique qui est légitime pour le coup, pour envoyer en masse des liens de phishing derrière et des pièces jointes malveillantes. Donc, dans ce type d'attaque bien précis, les hackers postulaient à des offres totalement légitimes, hein, qu'on pouvait trouver sur le site internet de recrutement. Et derrière, ils envoyaient en fait, soi-disant, des CV au format PDF, mais qui contenaient des liens de phishing. Donc, à chaque fois qu'une candidature était envoyée, le site générait automatiquement un email de notification contenant à la fois la pièce jointe malveillante et aussi les URL de phishing. Et donc, ils envoyaient ça à l'entreprise qui recrutait initialement. Donc, les destinataires, eux, qui n'avaient aucune raison, hein, de se méfier de ce type d'attaque, vont pouvoir cliquer sur les liens de phishing et rentrer les identifiants, mots de passe des comptes du site de recrutement. Et donc, ce qui est dangereux, hein, avec ce type d'attaque, c'est que les hackers profitent d'utiliser à la fois des serveurs légitimes, des expéditeurs légitimes, mais aussi des adresses IP légitimes. Donc, tous les filtres de réputation qui peuvent être en place sur certaines solutions de sécurité ne pourront pas forcément détecter ce type d'attaque. Il faut forcément des couches supplémentaires en termes de sécurité. Alors, deuxième prédiction, les attaques liées à la supply chain et au détournement vont se multiplier. Donc effectivement, les organisations investissent et vont investir toujours de plus en plus, hein, dans l'information, et les utilisateurs vont repérer et traiter plus efficacement les menaces. Ça, c'est un premier point. Mais les hackers vont devoir derrière adapter à la fois leur stratégie pour essayer de contourner, hein, cette sensibilisation justement et tenter de déployer des attaques plus difficiles à détecter et aussi à contrer par les solutions de sécurité. Donc il y a deux de ces méthodes, hein, qui sont principalement utilisées contre les attaques pour la supply chain et aussi le détournement. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein, partout dans le monde, les organisations utilisaient en moyenne 110 applications SaaS différentes en 2021. Et donc on a vraiment une dépendance aux fournisseurs cloud qui est devenu majeur aujourd'hui et qui étend principalement la surface d'attaque et multiplie toute forme de vulnérabilité et encore plus avec la mise en place du télétravail aujourd'hui. Et donc, chaque organisation peut intégrer de son côté des nouvelles solutions, des nouvelles opérations quotidiennes en toute simplicité et avec une grande efficacité. Mais évidemment, le revers de la médaille, ça va être que cette stratégie étend la surface d'attaque aux terminaux, puisqu'on a aussi aujourd'hui le développement de l'Internet des objets.
Donc, ça étend vraiment le périmètre de sécurité et pas forcément évident pour les équipes IT de tout contrôler là-dessus. C'est notamment pour cette raison que les attaques contre la supply chain vont gagner en popularité. Donc, le but, ça va être d'utiliser et de tirer parti d'un fournisseur dans ce propos. Mais il n'y a pas que ça, hein, évidemment, dans ce type d'attaque. Ça va être aussi les attaques contre les éditeurs de logiciels qui permettent à la fois aux hackers de viser plus large, mais aussi de répandre le scope des différentes attaques, puisque un seul éditeur qui est en partenariat avec une entreprise va pouvoir compromettre des centaines, mais aussi peut-être des milliers d'organisations. On a vu un exemple là, récemment avec SolarWinds, donc je vous laisserai regarder pour avoir plus d'informations là-dessus. Alors, premier exemple, c'est le détournement de conversation. Donc, c'est un autre type d'attaque hein, qui va se décliner en plusieurs variantes, mais celles-ci ont toujours un point commun, ça va être la prise de contrôle d'une ressource numérique à des fins malveillantes. Donc, par exemple, le détournement de session, qui consiste pour un hacker à voler le cookie de session d'un utilisateur qui est actuellement connecté à un compte en ligne pour en prendre le contrôle, mais il y a aussi le détournement de presse-papier pour justement y insérer du contenu malveillant que la victime pourrait coller dans un formulaire, dans un champ par exemple. Mais on a aussi enfin le détournement de page pour tromper les moteurs de recherche et faire rediriger le trafic de la victime vers des sites malveillants. Et ce qu'on attend vraiment en termes de menaces hein, pour 2023, c'est le détournement de conversation. On a un exemple ici. Justement, le but, ça va être de tirer profit des relations de confiance qu'il peut y avoir entre à la fois les collaborateurs d'une entreprise, mais aussi avec les différents fournisseurs, etc. Et donc, le but, ça va être de détourner cette conversation en allant un peu plus loin avec les interactions que peuvent avoir les collègues, mais aussi les fournisseurs. Alors, pendant ce type d'attaque, les hackers vont pouvoir utiliser des comptes qui sont compromis, justement pour récupérer tous les mails de l'utilisateur et pouvoir reprendre des conversations en cours pour injecter derrière des liens de phishing ou des pièces jointes dans des conversations déjà existantes. Donc, le but, c'est évidemment de détourner l'attention de l'utilisateur, mais aussi de bypasser certaines solutions de sécurité, hein, puisque il pourrait analyser les différents échanges et voir que au début de l'échange, c'était tout à fait légitime. Donc, on pourrait très bien imaginer recevoir une réponse d'un collègue à une chaîne de messages, sauf que l'email ne va pas contenir uniquement une pièce jointe ou un lien. Il pourra aussi être totalement malveillant derrière. Mais comment en être sûr pour l'utilisateur? C'est extrêmement difficile à détecter et c'est justement le but de ce détournement de conversation. Donc, le but, c'est vraiment de tirer profit, tirer parti de la confiance qui est mise en place entre la victime et ses fournisseurs ou ses collaborateurs. Donc, dans cette tendance, également les kits de phishing qui sont utilisés pour distribuer automatiquement du phishing à plusieurs utilisateurs et dans plusieurs régions. Et donc, on a récupéré hein, sur nos clusters ce type d'exemple que vous voyez à l'écran, justement, où en fonction de la langue du navigateur qui sera récupéré via un script PHP, on va pouvoir envoyer une campagne de phishing qui sera personnalisée à la fois potentiellement au niveau de la marque, mais aussi au niveau de la langue de l'utilisateur. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits de la part des hackers pour automatiser ces kits de phishing et les rendre justement plus localisés et donc plus difficiles à détecter par les solutions de sécurité. Troisième point là-dessus, l'intelligence artificielle, hein, évidemment, qui est en plein développement aujourd'hui, et ça fait évidemment la une des journaux avec ChatGPT notamment. Donc cette intelligence artificielle qui va simplifier et améliorer les attaques de phishing. On a un exemple ici, on demande simplement à ChatGPT d'écrire hein, trois types d'emails de phishing ciblant l'entreprise Amazon. Donc,
on peut lui indiquer d'utiliser un contexte de vente de Noël, hein, et on voit justement les réponses ici renvoyées par ChatGPT. Donc c'est extrêmement bien fait, hein. On pourrait croire le texte qui est renvoyé par Amazon, mais de manière légitime. Donc voilà, ChatGPT démontre vraiment qu'il est très simple de générer un kit de phishing. Il suffit juste de se créer un compte sur cet outil et poser toutes les questions qu'il faut. On avait vu également aussi, on peut très bien demander à ChatGPT, fournis-moi des adresses mail ou des domaines qui ressemblent particulièrement à Amazon, mais dont un caractère va changer. Et donc, il le renvoyait très bien. Donc, le but, ça va être de justement faciliter pour les hackers la création de mails de phishing grâce à l'intelligence artificielle. Donc, plus que jamais, les organisations vont devoir adopter des outils de cybersécurité, justement basés sur l'IA, hein, puisque les attaquants utilisent ça aussi, puisque on estime aujourd'hui que ça devrait représenter environ 25% du marché de l'intelligence artificielle en 2025. Alors, troisième prédiction par rapport aux attaques de ransomware qui vont rester dévastatrices, hein, pour cette année. Alors, on a vu pendant les années 2021 et 2022 que ça a été très, très profitable, hein, au groupe de ransomware. On a vu pas mal d'institutions, d'organisations, mais aussi des services publics ou des hôpitaux qui ont été très ciblés par les ransomware, justement. Et donc, on pense que le volume va rester le même, voire augmenter en 2023. On voit justement ici la différence d'email en termes de malware qui ont été détectés par Veid. Donc, on voit sur 2021, entre le premier et le troisième trimestre, on a détecté 121 millions de mails et que en 2022, on avait quasiment 50% de plus. Donc voilà, très forte augmentation et on peut estimer du coup la même augmentation pour l'année 2023. Alors, comme l'année dernière, justement, les ransomware gagnent en sophistication grâce au ransomware as a service, une nouvelle fois, hein, qui fait en quelque sorte partie d'une offre cloud, hein, puisque maintenant, il s'agit de réelles entreprises qui proposent ces kits de ransomware, hein. On a toute une partie technique, une partie financière, etc. Enfin, il y a vraiment une hiérarchie qui est faite, une organisation, justement, pour distribuer ces kits de ransomware. Alors, les prédictions qu'on peut avoir là-dessus, c'est que évidemment, ils seront de plus en plus sophistiqués, donc plus discrets, plus évolutifs, donc des malwares polymorphes notamment, et ils vont exploiter de nouvelles vulnérabilités pour se propager. On va voir un exemple juste après. Et donc, les groupes d'acteurs malveillants comme Black Cat, qui était très connu et qui a fait beaucoup de bruit en 2022, vont toujours tenter d'augmenter et d'améliorer leur stratégie. Donc il y a deux facteurs, hein, qui vont contribuer à maintenir ce nombre en termes d'attaques de ransomware. C'est à la fois le ransomware as a service et la double extorsion. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. Donc d'abord avec le ransomware as a service, qui est une source de revenus centrale pour les hackers les plus doués et aussi les entreprises criminelles, puisque, comme on l'a vu au début avec le phishing as a service, le RAS élargit le champ d'action des hackers, puisqu'il va permettre aux hackers les moins doués, on va dire, d'utiliser des malwares sophistiqués pour gagner de l'argent. Là, ils ont juste à acheter le kit sur le Darknet, par exemple, pour le déployer et récupérer de l'argent très facilement pour des entreprises qui n'auraient pas les moyens de se défendre pour l'instant. Donc l'exemple justement, c'est Logbit, hein, qui fait partie des organisations de RAS qui est l'un des plus prolifiques au monde. On l'a vu apparaître en septembre 2019 et à l'heure d'aujourd'hui, il aurait fait plus de 1000 victimes dans le monde entier. On a vu également en novembre qu'il y a eu une attaque contre le groupe automobile Continental qui s'est répandue justement grâce à Lockbit.
Et donc, cette attaque aurait été précédée de celle menée contre Entrust, l'entreprise de sécurité numérique qui présente partout dans le monde. Et donc, on voit vraiment un développement de l'utilisation de ces outils, hein. On a des statistiques aussi de notre côté en termes de visibilité par rapport à ces menaces. Et donc, Logbit a aussi revendiqué en août une attaque contre le centre hospitalier sud-francilien. Donc voilà, hein, les hôpitaux aussi qui sont de plus en plus touchés par rapport à ça. Donc ça a changé de nom, hein, plusieurs fois au cours du temps. Il y a eu Logbit 2.0, maintenant on est sur Logbit 3.0. Et justement, le but, c'est de mettre à disposition des plateformes et des outils très puissants à des personnes ou des organismes qui ne sont pas forcément experts dans le type d'attaque que peut être le malware. Et donc, un autre exemple ici, hein, pour vous montrer qu'il s'agit encore d'un sujet d'actualité. Donc, c'est un article que j'ai trouvé hier, justement, et c'est une nouvelle évolution de Logbit qui propose désormais des ransomware capables de cibler des Macs sous puces Apple Silicon, donc les puces M1. Donc voilà, le malware est vraiment en permanente évolution et essaye toujours de toucher plus d'utilisateurs. Donc, on a ensuite la double extorsion, voire plus, hein, où le hacker va pouvoir bénéficier d'un levier supplémentaire sur les victimes mais également tirer parti d'une contre-mesure efficace face aux nouvelles protections. Donc, le but pour eux, ça va être d'exfiltrer les données sensibles avant de pouvoir les chiffrer, hein, avec l'exemple du ransomware et de menacer derrière l'organisation qui est victime de divulguer les informations en public, hein, ou sur le dark web. Donc la victime fait face à une double extorsion, puisqu'à la fois ces données sont chiffrées, mais en plus on menace de répandre ces données un peu partout. Donc c'est évidemment des risques qui sont considérables pour les entreprises. Euh, et évidemment, la mise en place même un système de sauvegarde fiable ne pourrait empêcher ces différents risques et les atténuer. Donc il peut y avoir des risques à la fois financiers, mais aussi de réputation, hein, face à la divulgation des données, juridiques aussi, mais réglementaires. Donc ça va donner aux victimes davantage de raisons malheureusement de payer la rançon dans le cadre d'un ransomware ou d'accéder aux différentes exigences des hackers. Alors, on a aussi la triple et la quadruple extorsion, hein, donc c'est le même principe, sauf qu'on a le scope qui est élargi, qui sont des nouvelles variantes, hein, justement de ces techniques de base. Donc, la triple extorsion, ça va être pour le hacker d'abord d'exiger une rançon à toutes les personnes ou entreprises dont les données ont été compromises par le ransomware. Et si les victimes refusent de payer, les hackers vont derrière divulguer les données et aussi lancer une attaque par déni de service. Donc c'est là qu'intervient la triple extorsion, justement, l'attaque par DOS ou DDoS contre le site de l'organisation. Et ils peuvent aussi contacter les parties prenantes de l'organisme. Donc, ça peut être des clients, des partenaires, des employés ou le grand public, hein, pour informer justement de cette violation de données. Et ça, c'est la quadruple extorsion, du coup. On rajoute encore un nouveau scope en termes d'extorsion. On a vu récemment justement Black Cat qui utilisait ce principe pour compromettre les entreprises. Et enfin, donc quatrième prédiction, donc c'est la sécurité des suites de productivité qui va remplacer la sécurité de l'email. Puisqu'en effet, hein, l'email fait partie intégrante des systèmes. On considère aujourd'hui que 91% des menaces sont reçues par mail, mais pas seulement, puisqu'on a aujourd'hui le développement des suites de productivité, c'est-à-dire Microsoft 365, Google Workspace, etc. Donc il y a beaucoup plus de points d'entrée qu'à l'origine. Donc la sécurité de l'email va devoir évoluer et composer en quelque sorte avec justement cette augmentation d'utilisation des suites de productivité pour proposer des solutions qui vont pouvoir s'intégrer dans la suite de productivité, mais dans sa globalité et pas uniquement dans le mail. On a un exemple justement utilisant les suites de productivité, donc un exemple de phishing
Donc on peut voir le corps du mail, hein, sur la gauche ici, avec un lien qui va utiliser box.com, hein, qui est un service légitime, justement pour héberger une page. Alors si on fait suivant, justement on va voir apparaître cette deuxième page, donc qui utilise le service légitime box.com pour héberger une sorte d'image où l'utilisateur va devoir cliquer et en fait, on voit, hein, que derrière cette page, on est redirigé directement vers la page de phishing. Donc voilà, on a une sorte d'intermédiaire, donc une page tout à fait légitime et un service qui est très connu pour tromper la vigilance de l'utilisateur et le faire cliquer plus facilement, justement, pour récupérer derrière les identifiants de connexion Microsoft 365 ou Google Workspace, hein, ça peut être un autre exemple aussi, puisque c'est très bénéfique pour les hackers aujourd'hui d'avoir ce type d'informations, une fois qu'on a un pied sur la boîte mail de l'utilisateur Microsoft 365, derrière, on a aussi accès à toutes les données de l'entreprise. Donc, effectivement, tout ce qui est documents Excel, PowerPoint, Word, etc. Donc la sécurité des suites de productivité, hein, qui permet aux organisations, c'est bénéfique quand même puisqu'on tire parti des informations et de cette collaborativité possible via Internet, via les offres SaaS. Et donc, comme la messagerie instantanée, le but des organisations malveillantes, ça va être de tirer parti des informations sur les menaces qui sont issues de mails pour protéger les applications à la fois de partage de fichiers, mais aussi des autres outils de collaboration. Donc, elle doit dépasser la sécurité de l'email. On va aller au-delà, puisque maintenant, les hackers ont un avantage, hein, quand ils ont un pied dans l'organisme, ils peuvent avoir accès aux données. Donc l'avantage de ça, ça va être d'attaquer librement, de cibler n'importe quelle surface d'attaque de l'organisation et de noyer derrière les victimes, hein, sous de nombreux emails potentiellement malveillants, mais aussi d'imposer aux organisations de trier tout ce qui est volume de données. Donc si on ajoute à ça la nécessité d'éliminer derrière les vulnérabilités des différents systèmes et de pouvoir proposer une protection en continu, les organisations derrière vont devoir s'adapter pour rester à niveau face à l'évolution des attaques sur les suites de productivité. Donc justement, la sécurité des suites de productivité va permettre aux organisations de se protéger contre les outils, contre les vulnérabilités dans les outils de communication et de collaboration autres que l'email, hein, donc SharePoint, OneDrive, tout ce qui est Teams aussi, hein, pour l'envoi de messagerie instantanée, ou aussi on peut envoyer évidemment des fichiers par ce biais. Et donc, on va exploiter les informations comme à la fois les profils des utilisateurs, tous leurs contacts, leurs habitudes de communication, donc leur manière de parler, etc., pour se prémunir des attaques qui sont forcément ciblées, hein, de plus en plus ciblées, comme les détournements de conversation qu'on a pu voir au tout début. Alors, on passe maintenant à ce que Veil peut faire, hein, justement pour répondre à ce type d'attaque et aussi intercepter les menaces que Microsoft ne voit pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'on propose un produit dédié à l'environnement Microsoft 365. Donc, l'approche de Veil, ça va être vraiment une approche de cybersécurité collaborative, alimentée par l'intelligence artificielle et améliorée par la collaboration des différentes personnes, on aura vraiment des remontées de la part de plusieurs acteurs. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On l'a vu au début, hein, on protège 1,4 milliard de boîtes mail dans le monde, mais ce n'est pas seulement ces informations-là sur les menaces qui vont être reçues des boîtes aux lettres, ça va être aussi toutes les habitudes des différents utilisateurs, mais aussi leur remontée. Donc, VADE combine à la fois l'intelligence artificielle et humaine pour former une alliance de cybersécurité alimentée par l'IA et aussi améliorée par les personnes,
C'est-à-dire qu'on a on a vraiment 3 couches, hein, au niveau du filtre. Le but, ça va être d'avoir une première couche heuristique, donc détecter des comportements anormaux en termes de construction de l'email. On a ensuite une couche d'intelligence artificielle qui va pouvoir détecter des patterns utilisés, notamment dans le corps du mail, voir si, essayer de comprendre quel est le sens, mais aussi détecter les différents logos présents dans les mails de phishing. Et enfin, on a une troisième couche, donc la couche humaine, où justement on va pouvoir s'appuyer sur nos équipes SOC qui sont présentes en 24/7, sur les différentes actions de remédiation qui ont lieu à la fois par les partenaires, mais aussi par les clients finaux, mais aussi par les utilisateurs, puisqu'évidemment, hein, ce sont aussi les derniers remparts en termes de sécurité de la messagerie. Donc, c'est important de les sensibiliser, mais aussi de leur apprendre à pouvoir signaler des messages malveillants ou des messages totalement légitimes. Donc nous, on récupère évidemment ces données et donc c'est envoyé directement aux équipes, hein, de filtrage qui, en permanence, vont pouvoir ajuster, si besoin, les règles de filtrage par rapport à ça. Donc VAD dépose différents brevets sur les technologies qu'on a mis en place, notamment sur les courriels de harponnage, avec plusieurs langues utilisées comme on a pu le voir au début. Et justement, le but derrière, c'est toujours d'entraîner le moteur de filtrage pour être, de plus en plus performant. Donc c'est une alliance, en 4 points. Donc collecter, le premier point que j'ai évoqué, hein, c'est vraiment la collecte des données et de toutes les métadonnées qu'on peut avoir sur les mails et qui vont pouvoir servir, pour avoir des informations sur les menaces, mais aussi sur les expéditeurs légitimes pour, collecter en quelque sorte une base de réputation. Mais pas seulement. Le deuxième pilier, ça va être d'apprendre, puisqu'on l'a vu, hein, les équipes SOC qui sont présentes en 24/7, qui peuvent justement analyser et améliorer, ajuster en permanence les règles de filtrage. Troisième point, l'analyse. Donc tous les emails entrants, les mails sortants, euh, qui est basé sur les enseignements tirés à la fois de l'Alliance, de la cybersécurité, mais aussi de tous les acteurs qu'on a vus au début, hein, avec l'utilisation des FAI pour récupérer une grande quantité de données. Et donc le dernier point, ça va être d'appliquer. C'est-à-dire que toutes les menaces qui seront présentes sur le flux entrant ou le flux interne seront bloquées. Évidemment, si on détecte un phishing ou un malware, on va évidemment le bloquer ou alors le déplacer de telle sorte que l'utilisateur ne puisse pas y accéder. Donc, on propose une suite de sécurité d'email collaboratif pour Microsoft 365. Puisqu'on le voit, hein, récemment encore, EOP, donc la première couche de sécurité de Microsoft, et Defender, l'option supplémentaire, ne sont pas forcément suffisants. On estime aujourd'hui qu'ils sont capables de bloquer. euh, alors pour Defender, on est sur 60-65% de menaces aujourd'hui, principalement par réputation. Mais le problème, ça va être pour les attaques par phishing avec des URL potentiellement dynamiques, c'est-à-dire que les bases de réputation ne vont pas être suffisantes, mais aussi pour les malwares polymorphes ou capables de détecter qui sont exécutés dans un environnement de sandboxing, par exemple. Donc ça, les hackers, justement, créent des malwares capables de détecter ce type d'environnement. Donc justement, ils ne vont pas faire en sorte d'exécuter la charge malveillante lorsqu'il est exécuté dans ce type d'environnement. Et ça va permettre de contrer justement cette solution de sandboxing. Donc nous, pour ça, on l'a vu, hein, on propose 3 couches de sécurité. Et donc le but, c'est vraiment d'empiler toutes ces couches pour avoir un avis global, pour délivrer le mail et répondre aux attaques de sécurité le plus rapidement possible. Donc on va améliorer la collaboration avec un nouvel outil, hein, qu'on a déployé récemment sur la solution pour Microsoft 365 qui s'appelle Reported Email. Et donc le but, ça va être de récupérer toutes les remontées utilisateurs, ce dont on parlait au début, pour justement essayer derrière de regrouper automatiquement tous les mails d'une même campagne. Donc ça, c'est la valeur ajoutée, hein, qu'on va avoir sur cette solution. Ça va être vraiment la clusterisation de tous les mails d'une même campagne de phishing ou de spam
pour derrière pouvoir prendre des actions en masse sur tous les utilisateurs qui ont reçu cet email et tout ça en un clic. Donc c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on va avoir avec ce type de produit. Et donc l'administrateur peut également paramétrer des alertes, comme ça il peut intervenir rapidement dans le cas où il y a un incident de sécurité, donc dans le cas où le mail est déjà reçu et que l'utilisateur considère qu'il s'agit d'un spam ou d'un phishing. Voilà pour les différentes, prédictions, donc qu'on propose et qu'on estime, hein, qui auront lieu sur l'année 2023. On a aussi vu les différents moyens qu'on peut proposer chez Veid pour répondre à ce type d'attaque. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez plus d'informations, en tous les cas, vous pouvez contacter à la fois, d'abord l'équipe avant-vente, hein, sur l'adresse Channel Pre-Sales, mais aussi l'équipe commerciale, donc sur l'adresse Sales FR. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions, dans le chat.